fait. Il faut quand même que je fasse un aveu. C'est qu'entre avril 2009 et novembre 2009, la période durant laquelle on a écrit les 4 premiers tomes de A comme association, je crois que j'ai connu mes plus grands bonheurs littéraires, et cette complicité, cette sorte de ping-pong permanent qu'il y avait entre nous, ces échanges de coups de téléphone, de textos, de courriers électroniques, c'était du bonheur pur. Et effectivement, on avançait dans nos tomes, et le premier qui décrivait une scène commune l'imposait à l'autre. Donc l'autre était tout pressé d'arriver le premier à la prochaine scène commune pour l'imposer à son tour à l'autre, et ainsi de suite. C'était, voilà, je vais utiliser un mot que ceux qui aiment Pierre connaissent bien, c'était de la jubilation. Caroline Westberg, vous êtes éditrice chez Rajo, vous avez travaillé avec Pierre Bottero. Est-ce que vous vous rappelez votre rencontre avec lui? Oui. Elle parle par ma faveur. C'était au téléphone. Il m'avait envoyé le livre qui a apparu chez Flammarion, pas chez Rajo, sous le titre Ami à vie. Et disons que j'ai mis un peu de temps à le lire. Lui prétend que c'était 6 mois. Moi, je lui ai toujours soutenu que c'était 3 mois et demi. Néanmoins, le résultat est le même. Quand je lui ai téléphoné pour lui dire que j'étais très contente d'appeler un jeune auteur pour lui dire que Rajo était très intéressé par son livre et qu'on désirait vivement le publier. Et il y a eu un blanc, il m'a dit écoutez, il est en train d'être imprimé chez Flammarion. J'avoue que j'étais assez vexée, et ma première réaction, ça a été de lui dire vous auriez pu me prévenir. Un autre blanc, je ne savais pas, mais expliquez-moi. Et puis là, on a commencé une conversation qui a duré assez longtemps, mais néanmoins qui s'est finie avec écoutez, je souhaite beaucoup de succès à Miyavi chez Flammarion. Et ensuite, j'ai plus entendu parler de Pierre, qui était quelqu'un de très fidèle, donc qui a été très fidèle à Flammarion, jusqu'au moment où Flammarion a eu la bonne idée de refuser un texte qui s'appelait Les Spires de l'imagination. Et donc 2 ans après, un coup de téléphone, Pierre Bottero. Ah oui, vous vous souvenez de moi? Oui, oui. J'avais lu depuis 4 ou 5 bouquins qui étaient parus chez Flammarion. Écoutez, là, ça fait 6 mois qu'ils ont un texte, ils n'arrivent pas à se décider, est-ce que vous voudriez bien le lire? Oui, oui, bien sûr. C'est de la fantaisie. Ah oui. On n'avait jamais publié de fantaisie, j'en avais quasiment jamais lu, j'étais sûre que j'aimais pas ça. Et j'ai une deuxième demande, est-ce que vous pourriez le lire plus vite que Ami à vie? Oui, 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 oui. On était le 23 décembre, il y avait une semaine de vacances chez Rajo, j'ai pris les spires de l'imagination sous le coude, je suis rentrée chez moi, et puis pendant mes vacances, j'ai eu vraiment aucun mal à lire le premier tome de ce qui est devenu La Quête des Ulan. J'ai adoré ça, et donc j'ai été très inquiète. Comment, moi qui n'aime pas la fantaisie, j'aime ce texte. Et j'avais qu'une hâte, c'est que Rajo reprenne le travail, parce que j'ai des spécialistes de fantaisie dans l'équipe, et je ne vais pas monopoliser la parole. Et tout le monde l'a lu, tout le monde a aimé. Et alors j'ai téléphoné à Pierre en lui disant « Bonne nouvelle, on adore votre texte, mais comme on n'a jamais travaillé avec vous, on aimerait bien avoir une idée, un synopsis de la suite, parce que vous annoncez ça comme une trilogie. » Silence. Pierre était vachement fort en silence. J'ai déjà écrit le 2e tome et je suis en train d'écrire le 3e. Alors là, l'éditrice que je suis comprend rien. Quel bonheur, quelle incroyable histoire que d'écrire sans même savoir si vous allez être publié, quelle nécessité d'écrire 2 tomes, il avait quasiment fini de l'écrire, il m'a envoyé le 2e, on a adoré le 2e, le 3e il a dû me l'envoyer 3-4 mois après. Cela dit, ensuite on a commencé le travail. Là il y a eu un autre blanc assez intéressant, j'ai dit à Pierre, bon ben voilà, on a travaillé sur les 2 premiers tomes, je vous envoie le compte-rendu de lecture. Il me dit, ouais, super, génial, il y a beaucoup de choses à faire. Je lui dis, bon non, on vous envoie un compte-rendu de lecture, quoi, comme d'habitude, chez Rajo.
Et il m'a téléphoné, à peine avait-il reçu ce compte-rendu de lecture, en me disant « Vous vous rendez compte qu'il y a 40 pages ?» Ben, pour les 2 tomes, hein, il y avait 2 tomes quand même, il y avait 600 pages. Ben, je lui dis oui. Mais il me dit mais c'est très bien, ça m'intéresse beaucoup, mais je m'attendais quand même pas à ça. Et puis ça a été le début de juste une jubilation absolue, le bonheur et la découverte d'un auteur magnifique. Dans une interview donnée pour Lecture Jeune en septembre 2009, Pierre Bottero déclarait j'ai de la chance d'avoir Caroline Westberg comme éditrice car j'ai beaucoup progressé grâce à elle. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre travail avec lui et du travail sur les bottérismes de Pierre? Vous connaissez tous ceux qui ont lu Pierre, ces bottérismes, les retours à la ligne avec le même mot, un mot. Quand j'avais envie de rigoler, je lui en parlais. Et puis quand j'avais besoin de gagner une ligne sur une mise en page, je lui en demandais. Peut-être que j'ai fait progresser Pierre, j'en sais rien. En tout cas, lui m'a fait progresser. Pareil, c'était une de ces conversations où il me dit « Bon, j'ai reçu vos corrections, parce qu'on se vous voyait à l'époque. On s'est vous voyait jusque très tard, et c'était une jubilation encore, ça, de se dire des choses incroyables en se disant vous. Une intimité du vous qui est formidable. » Je me rappelle très bien que vous voyez Pierre alors que tu me tutoyais quand on a commencé à se connaître. C'était, voilà, un double jeu. Et Pierre, un jour, donc, me dit j'ai reçu vos corrections, ouais, comme d'habitude, elles sont bien. Mais j'ai un truc à vous demander. Silence de ma part, j'avais emprunté son truc. Oui. Il y a pas mal de critiques, mais vous me dites jamais quand c'est bien. Et tout d'un coup, j'ai eu, vous savez, la copie de rédaction en 6e où il y a du rouge partout. Et puis tout d'un coup, ce prof de français qui vous met très bon passage et tout, et vous exultez, vous êtes tout content et tout. Puis je me suis dit, mais c'est bien sûr. Et à partir de ce moment-là, et pour tous les auteurs, Eric pourra en témoigner, Camille aussi, à côté de mes bofs, expressions toutes faites, mes trucs pas très sympas, c'est vrai, mais qui quelquefois sont vaguement pertinents, j'espère, il y avait le waouh, il y avait le waouh waouh, il y avait le super, il y avait le oui, 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 enfin, et avec Pierre, c'était très facile de s'exciter vraiment sur le positif. Et je crois que vraiment la construction d'un texte se fait très très largement par le positif. C'est-à-dire que quand vous dites à un auteur, là tu as un élément, c'est génial, tu peux peut-être faire un écho de ça ailleurs, là voilà, va voir, là c'est un truc, peut-être que c'est pas tout à fait assez creusé, mais waouh, il y a vraiment... Enfin, il m'a dit ensuite que ça l'avait beaucoup plus aidé que la critique. Camille Brissot, quel est le texte que vous préférez de Pierre Bottero et pourquoi? Alors j'en ai 2, j'ai le droit de tricher. Le premier c'est Zouk, qui n'est pas publié chez Rajo, qui, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est un roman sur l'anorexie et sur la danse. Je déteste la danse, c'était pas quelque chose qui devait me toucher, mais il y a quelque chose d'extrêmement touchant, d'extrêmement humain dedans. Et je crois que c'est la première fois où j'ai versé une larme sur un texte. Et en plus, j'étais en études à ce moment-là, où il y a toute ma classe, c'était un peu la honte. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est Lana. Le tome 1 d'Elana, avec un passage particulier pour moi, c'est le moment où elle passe l'épreuve. Cette espèce de dialogue ping-pong qui est juste redoutable. Et c'est mon moment préféré, ça. Eric Lhomme, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le texte préféré de Pierre Bottero et pourquoi aussi? C'est difficile de choisir. Je serais tenté de dire, comme beaucoup peut-être, Elana, qui est peut-être sa série la plus aboutie. Mais j'ai une affection particulière pour le tout début de La quête des Willan, parce que pour un auteur qui apprend, qui est ouvert en permanence
et qui apprend, et qui essaye d'apprendre tous les jours. Son début est une leçon. Voilà. Le début de la quête des Willan est une leçon, et son pas de côté m'a vraiment marqué. Oui. Je ferai une petite lecture juste après justement du début pour que ceux qui ne connaissent pas encore Willan puissent avoir le début. Mais d'abord, je voulais demander à Caroline Westberg quel est le texte aussi que vous préférez chez Pierre Bottero et pourquoi. J'en ai deux aussi, un petit peu comme Camille. En un absolu, Elana. Personne n'appelle le Pacte des Marchandes, tout le monde l'appelle Elana d'ailleurs, parce que Elana, c'est juste le roman éponyme absolument parfait où nul ne sait quel est le véritable nom d'Elana jusqu'à la fin. Parce que le début d'Elana, il m'a téléphoné au bout de 3 ou 4 chapitres en me disant écoutez, j'ai un service à vous demander. Claudine, sa femme, qui était sa bêta lectrice numéro 1, a tellement pleuré que je ne sais pas si mon début il est bien. Il faut que vous me disiez. Il m'envoie les trucs, évidemment je pleure comme aussi une folle parce que bon, c'est pas faire de spoiler non plus, encore que c'est vraiment le tout début. Et je lui dis bah oui, normal qu'elle pleure, vous voulez faire pleurer quoi. Mais c'est magnifique, voilà la parole du poète. C'est juste un début absolument magistral, donc changez rien, même si c'est très très triste. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Silence. Je compte faire plaisir à Claudine. Et c'est comme ça que les petits sont nés. Donc, le deuxième, c'est oui, Chant du troll, puisque c'est le dernier. Oui, Camille, j'avais vu d'ailleurs sur votre blog que vous attendiez aussi avec impatience la parution de Chant du troll. Enfin, c'était un nouveau poste, en tout cas. Ah bah forcément, ce roman illustré, je sais pas comment on l'appelle, ouais, a forcément une résonance assez particulière et c'était triste et très beau à la fois. Donc c'est vrai que je l'ai pas cité, mais j'aurais pu effectivement aussi dans les préférés. Mais ça aurait fait un peu beaucoup. Ouais. Alors, donc, le début d'un monde à l'autre, la quête des Willan. Camille était âgée exactement de 4900 jours, soit un peu plus de 13 ans, la première fois qu'elle effectua le pas sur le côté. Elle en était certaine, puisque c'est au moment où elle entreprenait des calculs savants pour connaître son âge avec précision, qu'elle descendit du trottoir sans s'en rendre compte et se retrouva au milieu de la chaussée face à un énorme camion. Elle fut tirée de sa rêverie mathématique par le mugissement du klaxon. Le poids lourd fonçait droit sur elle, tout frein bloqué. Les pneus malmenés hurlaient, leur gomme fumante essayant vainement d'arrêter les 30 tonnes du monstre. Camille se figea sur place, incapable du moindre mouvement, tandis que son esprit de jeune surdoué analysait la situation. Malgré elle, elle nota qu'il était remarquablement stupide de passer les dernières secondes de sa vie à regarder arriver un camion. Son irrépressible curiosité l'empêcha de fermer les yeux et elle n'eut pas le temps de crier ce qu'elle aurait adoré faire. Non, Camille ne cria pas, elle se prit simplement les pieds dans une racine et tomba de tout son long dans l'herbe, le nez à quelques centimètres d'un superbe bolet. « Boletus edulis », remarqua-t-elle à haute voix, car elle était friande de champignons et parlait volontiers le latin. Un petit scarabée à la carapace bleu turquoise passa près de son visage.